Salut à tous et bienvenue sur le podcast Loop sur le triathlon. Je suis très content de vous recevoir parce qu'on va partir sur une série de 4 épisodes dédiés à un sujet que j'adore, la récupération dans tout son ensemble. On va voir que finalement c'est un mot assez simple, mais c'est un processus complexe. Et pour ça, j'avais besoin de trouver un expert. Vous le savez, c'est vraiment quelque chose que j'adore trouver. Et j'ai eu l'honneur, à un moment donné, en me baladant sur le stand du triathlon de Gérard May, quand on travaillait avec le podcast, de rencontrer quelqu'un qui était passionné sous tous les angles de la récupération, du sommeil. Vous allez voir, ça va être vraiment des épisodes, je pense, passionnants qui vont vous apporter beaucoup de valeur. Et pour ça, j'ai l'honneur de recevoir Arnaud Tortel. Arnaud, merci d'être avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Merci, ça me fait également très plaisir d'être avec toi. Donc moi, j'habite dans la Drôme et de formation, je suis diététicien, puis ensuite j'ai fait kiné. Ok. Et puis une fois que j'ai été diplômé, ce qui m'a plu, c'est j'aurais bien aimé continuer les études parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment la physiologie. Du coup, je me suis mis à faire une kyrielle de formation, que ce soit de l'ostéo, que ce soit la méthode Padovan pour les enfants, enfin des travaux sur justement la vie intra-utérine, la naissance. J'ai eu la chance aussi d'être formé en acupuncture par un maître qui s'appelait Alain Mestralet, qui lui-même était gynécologue, obstétricien. Donc j'ai pu, grâce à lui, voir énormément de naissances et suivre des naissances. Et lui, il a couché avec des aiguilles et du moxa. Donc il y avait à l'hôpital de Lyon. Donc c'était vraiment à la clinique des Minguettes, exactement. Donc c'était une expérience incroyable, c'était dans les années 2000. Et puis ensuite j'ai fait différentes formations. Et en parallèle de tout ça, j'ai fait beaucoup d'exploration polaire pendant 15 ans. Donc j'étais un des premiers à atteindre le pôle Nord magnétique en solitaire. J'ai traversé l'océan Arctique, donc Russie, pôle Nord, Canada, avec Rodolphe André. On était deux en 2000, donc on a été les premiers à traverser. Après, j'ai ouvert une voie avec Charles Edrich entre pôle Nord et Groenland. Enfin, j'ai fait pas mal d'expé. Je suis aussi traversé le Groenland à la voile, tracté par des voiles. Donc ça a un côté beaucoup plus fun. J'ai marché sur la banquise, qui était assez compliqué. Et donc en parallèle, du coup, je me suis intéressé au matos et j'étais toujours à la recherche du matériel le plus léger, le plus efficace, le plus intéressant. Et dans les années 2010, j'ai croisé, en travaillant avec l'Estra, qui me fait mes sacs de couchage, ils m'ont proposé une matière particulière qui était chargée d'oxyde métallique et qui permettait normalement de réchauffer, ils me l'ont vendu comme réchauffer l'intérieur du corps sans réchauffer l'extérieur. Donc il faut que ce soit léger à chaque fois. Et donc j'ai pris cette membrane qui était comme une membrane plastifiée. Et c'était plutôt froid comme toucher, donc c'était pas très très agréable. Par contre, je me suis rendu compte que quand je la mettais autour de mes poignets, eh bien, je pouvais faire des nœuds même à moins 30 degrés, alors que dès que je les avais pas, j'y arrivais pas. Et là, je me suis dit, ça augmente la microcirculation, il y a quelque chose qui se passe. Et en 2010, j'ai commencé à travailler dans cette voie, et donc après, la suite est venue. Et en parallèle, c'est à la même période, comme je m'occupais d'athlètes de haut niveau dans différents secteurs, j'ai eu la chance de rentrer chez Salomon et Greg Vollet, qui était à l'époque tout jeune, fraîchement arrivé, m'a pris comme, je dirais, soigneur pour l'équipe internationale de trail. Donc, je me suis retrouvé avec Kylian Jornet, François Aden, Emile Forsberg, etc. Les soigner, avancer avec eux. Donc, à m'intéresser évidemment, du coup, plus particulièrement au trail. Et en parallèle, du coup, j'ai créé mes inventions, mis des produits à la vente et en même temps soutenu par les athlètes. Donc voilà, c'est toute cette histoire qui nous a mené petit à petit à mettre au point. Donc j'ai mis des patchs qui s'appellent, la marque s'appelle Steamcare aujourd'hui. Ouais. Et ces patchs donc sont chargés d'oxyde métallique pour pouvoir renvoyer donc les infrarouges que le corps émet. On va pouvoir en parler un peu plus. Et du coup, avoir des actions microcirculatoires, des actions de drainage, des actions de cicatrisation. Donc, les patchs m'ont permis de rentrer dans une voie médicale. Ils sont Medical Device Class 1. Et du coup, après le Covid, notamment, vu que c'était compliqué, il n'y avait plus de courses, c'était une période un peu dure pendant 2020-2021. Et donc là-dessus, notamment avec Kylian Jornet, je me suis mis à réfléchir et à me poser des questions sur l'amélioration de la performance.
et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer finalement autrement que pendant l'effort et plutôt avant l'effort, et comment prévenir. Donc c'est toute cette réflexion qui m'a amené à m'intéresser au sommeil. Ouais, c'est vrai que ce que tu nous partages dans cette introduction, on voit que c'est finalement un fil rouge qui est relié de mon prisme au corps humain, à la compréhension de tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que quand tu nous partages tout ça, on se dit, waouh, il y a tout un univers à découvrir avec une recherche de performance, avec une recherche d'optimisation finalement. Et puis c'était un petit peu ma première question que j'avais envie de te poser. Si on devait résumer la performance d'un athlète, professionnel, amateur, peu importe, est-ce que, en une phrase, le terme sommeil, récupération, il viendrait dans ce processus de performance? Eh bien, c'est exactement les questions que j'ai pu poser aux athlètes en leur disant, pour vous, c'est quoi le pilier numéro 1 de la performance? Et pour tous, c'est le sommeil. Okay. Et quand on a fait des études, on s'est rendu compte que la récupération, c'est à minima 60% le sommeil. Ensuite, on a 30% d'alimentation. Ce qui veut dire que la veille d'une course, on peut mal manger, on peut quand même performer. Okay. Mais si on commence à mal dormir, après 2-3 nuits catastrophes, derrière, la perf, ça ressent immédiatement. Alors que la nourriture va avoir un impact plutôt au bout de 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, pour 5%, voire 10% grand max, c'est tous les gadgets qu'on a mis en place à côté, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire drainage, machin, même du massage. Le massage fait baisser un tout petit peu, aide. Ça ne veut pas dire que ça n'aide pas, mais on peut avoir les meilleurs masseurs du monde. Si on dort mal, c'est cuit. Ouais, donc le sommeil, comme tu dis, c'est la base. Mais quand tu dis mal dormir, bien dormir, tu vois, je me dis il se cache quoi réellement derrière ce terme mal, ce terme bien? Est-ce que finalement on parle d'heures? Est-ce qu'on parle de cycle? C'est quoi cet univers complet? Parce que là, j'ai vraiment envie d'aller chercher cet aspect-là avec toi pour commencer cette série, parce que on parle de récupération et tu me dis le pilier numéro 1, c'est le sommeil. Donc là, je me dis, on va aller le fouiller, parce que c'est souvent quelque chose qu'on met un petit peu des fois en secondaire, surtout quand on est amateur, on a une vie un petit peu à gauche, à droite. Et du coup, je me dis, est-ce que voilà, c'est... Pour commencer, pour pas aller trop large, on va essayer de mettre du sens dans tout ça. Est-ce que la qualité du sommeil se définit que par une durée, tu vois, 8 heures de nuit, 10 heures, 6 heures, je sais pas. Est-ce que tu peux nous donner des éléments là-dessus? Alors statistiquement, toutes les études convergent pour se rendre compte qu'il faut un minimum de 6 heures pour tout le monde. Moins de 6 heures, c'est rare que des gens dorment moins de 6 heures. Enfin, il y a quelques tempéraments physiologiques. Mais sinon, on a tous besoin d'au moins 6 heures. Et moins de 6 heures, on voit des pathologies arriver. Notamment des pathologies chroniques. Donc, on se dit qu'on doit avoir 6 heures. Pour des athlètes ou pour beaucoup de sportifs, c'est plutôt 8, parce qu'ils vont avoir un besoin de récupération. Donc, la quantité, je dirais, elle est calée. 6-8 heures. Ok. Plus pour certains, notamment des jeunes, 15, 16 ans, 20 ans, il y en a qui dorment 10 heures, qui ont besoin de 10 heures. Donc, on voit qu'entre 8 et 10 heures, je dirais, on a un panel. Maintenant, ce qui a été justement, pour moi, un indice, c'est que tout le monde me parlait de qualité, et dans leur qualité, c'était juste me protéger du bruit, donc mettre des bouchons d'oreille, par exemple, me protéger de la lumière, donc me mettre le plus dans le noir possible, avoir une température un peu fraîche, Okay. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros, ou un bon matelas. Ouais. Voilà, c'est confort. Donc en fait, ça va pas très loin. Et la qualité du sommeil, en fait, il faut rentrer dans c'est quoi le sommeil? Il y a des phases dans le sommeil. Et dans ces phases, il faut voir si ces phases sont finalement présentes. Et s'il n'y a pas de micro-rupture ou de micro-réveil régulier. Comment est-ce qu'on s'endort? C'est vraiment important. Donc, tout ça m'a amené à regarder physiologiquement, et notamment le baromètre de base de la récupération et du sommeil, c'est le système ortho-parasympathique. C'est-à-dire qu'en fait, donc il faut bien comprendre ce système, et une fois qu'on a compris ce système, on va se dire à quel moment j'appuie sur la pédale ortho ou à quel moment j'ai besoin de passer en para. Ça nous aide bon maintenant, parce que quand tu donnes des éléments comme ça, on se dit, il faut que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, elles sortent avec des clés. Donc là, vraiment, je remets du contexte, parce que c'est aussi, on a passé beaucoup de temps en off tous les deux à chercher la bonne méthode pour raconter cette histoire, donner des vrais éléments à notre audience. Donc là, on va se focaliser sur le sommeil. Après, dans l'épisode 2, je commence un petit peu à donner quelques éléments, mais on va voir
tous les éléments pour le mesurer. La HRV, tu parlais à un moment donné, on arrête de dormir, on n'arrête pas de dormir. Donc, on va essayer d'aller chercher ces éléments-là. Mais si on se concentre et on donne les éléments à nos auditeurs et auditrices, finalement, tu me parles de cycle de sommeil. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. C'est quoi ces fameux cycles? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce sujet? Oui, donc les cycles, il y a globalement 3 grands cycles. Ok. Quand on s'endort, on passe en sommeil normal ou léger. Donc en fait, tout ça se mesure par rapport aux ondes cérébrales. Donc les ondes cérébrales, notre cerveau, quand on mesure avec un électroencéphalogramme ou un polysomnographe, on se rend compte que les ondes cérébrales vont de 1 Hz à, on va dire, 50 Hz à peu près. Ok. Dans la partie réveillée, comme là on discute, ou si on fait du sport, enfin, où on est actif la journée, on est en général entre 12 et 50, voire plus. Ok. D'accord ? On est au-dessus de 12. Par contre, dès qu'on va se mettre en phase, je me repose, je ferme les yeux, je me détends, je me mets à l'écoute de mon corps, je m'allonge par exemple, et je suis vraiment plus calme, on va passer entre 12 et 8. Et ça, c'est presque instantané? C'est plus ou moins instantané si les gens savent se poser. Il y en a qui vont rester en stress et rester à 20 Hz alors qu'ils sont couchés. Et ouais. Mais l'idée, si on reste dans la physiologie, on va passer entre 8 et 12, et là on est semi-éveillé, on va dire, on est conscient, semi-conscient. Ok. Et au-dessous du 8, en général, on s'endort, et au-dessous du 8, on va passer dans des phases de sommeil léger, 8-6, puis des phases de sommeil profonde, où là on rentre en onde, ce qu'on appelle l'onde θ, et là on peut descendre jusqu'à 1 Hz. Donc là, on voit que pendant cette phase de sommeil profonde, le cerveau est je dirais, complètement endormi. Okay. Et pendant cette phase-là, donc concrètement, on est dans un système ce qu'on appelle parasympathique, en détente complète, en repos complet. Donc on s'abandonne quelque part. Et pendant cette phase, c'est la phase vraiment pendant laquelle le corps, lui, va se reconstruire. Quand par exemple, vous cassez des os, on sait que c'est pendant la nuit que l'os repousse, et il va repousser pendant cette phase. Donc cette phase, elle va être primordiale, parce que pour un sportif, il faut impérativement une phase de sommeil profonde importante, qui doit tenir à peu près de 20 à 25% de la phase complète de sommeil. Puis ensuite, on va avoir une phase dite paradoxale, ou REM. En fait, cette phase paradoxale, c'est le rêve. Okay. Donc là, on va se mettre à rêver. Donc souvent, quand on voit quelqu'un rêver, on voit les yeux qui bougent beaucoup, le corps peut vibrer, donc on est bloqué, et nous, dans notre rêve, on marche, etc., alors qu'évidemment, notre corps ne le fait pas. Et ça va permettre au cerveau plutôt de gérer ses émotions, classer, on va dire, tout l'aspect mental du cerveau. Okay. Donc bien rêver, c'est aussi fondamental. Et ensuite, on a cette phase de sommeil dit léger, où on remonte vers 8 Hz. Et ça, dans la nuit, on va avoir 5 cycles qui vont durer entre 90 et 100 minutes, dans laquelle on a une partie de sommeil léger, puis on tombe en sommeil profond, puis on passe en sommeil paradoxal, puis on remonte en sommeil léger, ça a duré 90 minutes, puis on repasse en sommeil profond, etc. Donc on va avoir plusieurs grandes phases, et dans ces phases, on a les trois types de sommeil. Okay. Sachant qu'on va avoir plus de sommeil profond dans les premières phases, et plus de sommeil paradoxal dans les dernières phases. Donc en règle générale, sur les 7 heures de sommeil, par exemple, eh bien, on se dit, au début, je me rappelle de rien, et puis j'ai l'impression de me rappeler de mes rêves vers la fin de la nuit. Okay. Parce qu'en fait, finalement, on a rêvé aussi dans la première partie, peut-être au bout d'1 heure et demie, mais très peu. Un temps court, puis on s'est rendormi profondément. Par contre, sur la fin de nuit, le dernier cycle, eh bien, on a peu de sommeil profond, donc plus de sommeil paradoxal ou plus de sommeil léger, donc on se sent plus c'est un peu entre deux eaux. Des fois, on sait qu'on dort, mais donc voilà, ça c'est concrètement ces phases-là dans la physiologie. Et après, eh bien, on peut être gêné par des micro-réveils, des ronflements, par une kyrielle de choses qui fait que ces phases vont être altérées. Donc concrètement, on va avoir des athlètes ou des sportifs qui vont nous dire j'ai bien dormi mes 8 heures, mais quand on regarde réellement et qu'on segmente leurs 8 heures, on se rend compte qu'ils ont plein de micro-réveils suite à par exemple, certaines fatigues ou certains stress. Par exemple, vous avez les jambes agitées,
ça va vous amener à des micro-réveils. Il y a des fois, après une course, on a énormément de mal à vraiment dormir. Il y a eu un tel stress fort qu'on a du mal à passer en parasympathique. On reste ce qu'on appelle en orthosympathique. Orthosympathique, ça veut dire toujours prêt. La gazelle qui est en train de manger, quand on mange, on est en para, on est détendu. Donc on est en train de manger, la gazelle est en train de manger, d'un coup un lion débarque, là elle passe en ortho à fond, elle se met à courir à 80 à l'heure, elle fuit, et on les voit dans la savane, le lion lui court après à 50 mètres, et là elle court, et puis d'un coup, le lion s'arrête, il reste des fois à 100 mètres de la gazelle, même pas, 50 mètres de la gazelle, et elle s'arrête, elle dit c'est bon, je suis plus en danger. Quand elle est plus en danger, elle reste en ortho, elle respire fort, et d'un coup elle va trembler, voilà, on les voit trembler. Dès qu'elle a tremblé, elle repasse en parasympathique. Donc ça, c'est des phénomènes physiologiques qu'on a aussi chez l'homme. Et là, je les mets à brouter, elle se remet à manger. Donc pendant la phase où on mange, une phase, on se met à table, on va manger, là, naturellement, après, on passe en parasympathique. C'est aussi pour ça qu'il y a la sieste, ou que des gens disent, après manger, je suis fatigué, je me sens... parce qu'ils passent en digestion. Okay. S'ils sont un peu fatigués, ça va les endormir, donc ils vont aller faire une sieste. Et la nuit, il est impératif de passer en parasympathique. Mais après des grands stress, comme des courses, comme des entraînements très, très intenses, comme des moments aussi de stress au boulot ou autre, on doit faire une présentation, on est un peu stressé, mais le soir, des fois, on va se coucher et finalement, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on repense à notre journée, ou on sent que le stress ou l'adrénaline est encore là, parce qu'on reste en ortho. Donc l'idée, c'est de passer en para. Donc finalement, quand on analyse le sommeil de beaucoup d'athlètes, on se rend compte qu'ils mettent du temps à passer en parasympathique, et souvent, ils n'arrivent pas à y rester longtemps. Donc, les phases sont bloquées. Donc, leur temps de sommeil profond est raccourci. Donc, au lieu d'avoir 25% de sommeil profond sur 7 heures de sommeil, si j'en ai que 10%, eh bien, je vais très mal récupérer dans mon corps. Parce que c'est là que le corps se régénère. C'est là que le corps nettoie, c'est là que le corps cicatrise, c'est là que le corps... l'aspect corporel. Et si j'ai peu de sommeil paradoxal, je rêve peu, eh bien, c'est plutôt psychiquement que je vais moins trier mes idées, que je vais être un peu plus brouillon, je vais être un peu plus embrumé, entre guillemets. Okay. Donc, d'où la nécessité de se rendre compte que ces phases sont très importantes. Et du coup, ce qui nous a amené, à force de voir des athlètes, enfin, j'ai vu beaucoup d'athlètes se blesser ou arriver fatigués, et donc le classique surentraînement, et bien en fait, d'un coup, on s'est rendu compte et on s'est dit, mais non, il n'y a pas de surentraînement. Et un mec comme Kylian, on se rend compte, quand on voit les charges d'entraînement qu'il se met, tu te dis, ok, on est tous capables, il n'y a aucune raison qu'il soit hors norme, même s'il y a un petit côté hors norme, mais on est tous capables d'aller engendrer ça. Par contre, il faut impérativement une récupération nocturne importante. Et donc, on s'est rendu compte avec Kylian que les gens, d'une manière générale, étaient en sous-récupération et pas en surentraînement. Évidemment, par rapport à leur capacité de récupération, eh bien, ils s'entraînent trop. Et au début, Kylian a une capacité de régénération et de cicatrisation qui finalement est assez forte. Mais pourquoi ? Parce qu'il a aussi appris à tomber en parasympathique très rapidement. Il dort très bien. Et malgré tout, lui, quand on a fait des tests avec lui, c'est là où, dans les analyses de montres et autres, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore optimiser le sommeil profond. Donc c'est là, et donc toute cette recherche au départ un peu fondamentale, où on cherchait moi ce qui m'intéressait, c'est comment j'améliore cette partie. Mais c'est assez drôle, et j'ai envie de dire assez paradoxal pour rebondir là-dessus, ce que tu me partages, parce que on voit bien, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent que là on est vraiment en train de poser du contexte. Je vois déjà un petit peu où on va arriver, parce que tu me dis, voilà, il y a des éléments qu'on peut rajouter, comme vraiment bien dormir dans le noir, éviter tout ce qui est son, etc., pour améliorer tout ça. Donc, on va essayer d'aller apporter des solutions derrière. Et puis, il y a toute la partie analyse, comme tu nous le partages là avec Kylian. Mais ce que j'ai envie de comprendre dans ce sommeil, c'est que, tu vois, il y a tout de suite cette notion où... des fois, il y a des gens qui disent, moi, je dors très bien, tu vois. Je prends mon exemple pour parler aussi aux auditeurs et auditrices. Tu vois, je me mets dans un lit. Moi, j'ai l'habitude de dire, je suis très connecté malgré tout mon téléphone, tout ce qu'il y a autour. Je mets le téléphone en mode avion. Je suis moi aussi en mode avion. Je m'endors direct. Et c'est assez frustrant pour des gens qui partagent ça et qui, eux, mettent 1 heure, 2 heures à s'endormir. Est-ce que c'est plus... tu vois, je te pose une double question. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des différences entre différents êtres humains ? Et est-ce qu'on peut être optimiste et se dire, là, à la fin de l'épisode, à la fin de la série, on va apporter des solutions concrètes pour que tout le monde puisse arriver facilement dans ces phases et améliorer leur sommeil, potentiellement comme Kylian Jornet ?
Oui, il n'y a pas de problème pour la fin. La deuxième question, Ok. on a trouvé des solutions et on cherche tous les jours des solutions. Ok. Maintenant, quand je parle de ce système ortho et para, là où il faut comprendre qu'il est fondamental, c'est que, en fait, on s'est rendu compte que dès l'origine de notre vie, c'est-à-dire pendant la vie intra-utérine, on a on pourrait dire deux types de populations. Hmm. Eh bien, on va avoir une tendance à être plutôt en ortho ou plutôt en para. Ok. On a une tendance naturelle. Moi, par exemple, mon tempérament est plus d'être en parasympathique. Donc, du coup, je vais m'endormir plus rapidement, Hmm. mais et je vais être moins sujet, enfin, par nature, moins sujet au réveil. Ok. Enfin, m'endormir. Les paras, il y a certains s'endorment très difficilement d'ailleurs. Hmm. C'est paradoxal. Mais surtout moins sujet au réveil. Ok. Alors qu'en ortho, c'est les orthos, eux, à l'inverse, s'endorment normalement très bien, mais vont se réveiller beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en ortho, eh bien, c'est des tempéraments où on les appelle on-off. Le matin, ils se réveillent, ils passent tout de suite à 100%, et toute la journée, ils sont à 100% d'eux-mêmes. Ils sont en ortho à fond. Ok. C'est des guerriers, quoi. C'est des gens actifs. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Mais par contre, quand ils sont en off, ben, ils sont en off. Ils tombent à zéro. Il n'y a pas de demi-mesure. Ok. Alors que ceux qui sont en para vont plutôt osciller toute leur journée. Hmm. Avec des moments de pêche, puis moi, je suis un peu fatigué, puis j'ai un moment de pêche, puis je suis un peu fatigué. Donc ils vont osciller. Et ça, on s'est rendu compte, par exemple, dans le sport, dans la partie performance, que ceux qui étaient en para, notamment les hommes en para, tiennent très longtemps, très 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 longtemps, pendant des heures et des heures et des heures et des heures, donc font du long. Dans des 160 km, tous les athlètes de haut niveau que j'ai pu rencontrer sont tous en para. Ah ouais. Parce que leur capacité, c'est tenir. Et tous ceux qui sont en ortho, il y en a peu, arrivent à courir sans borne, mais souvent arrivent à 100 bornes, mais mettre le clignot parce que eux, quand ils tombent en off, c'est off. Donc ces tempéraments, on les observe. Donc Bien sûr. moi, je les étudie beaucoup. Je forme des gens, des thérapeutes à faire des analyses. Enfin, on peut les tester. C'est assez facile de tester les gens. Et une fois, en fait, quand on s'est rendu compte de ces typologies, il y a plein d'autres sous-typologies. Ça nous a permis de comprendre que, eh bien, le sommeil, on va pas le gérer de la même manière. On va pas gérer non plus l'alimentation de la même manière. C'est-à-dire que tout ça va être très, très différent en fonction de notre typologie. Et la typologie sommeil fait que, eh bien, certains vont effectivement, alors, on va dire, idéalement, tout le monde dort normalement, c'est 8 heures ou c'est 6 heures correctement. Maintenant, j'ai beaucoup de jeunes qui vont me dire, je n'ai pas comment on pourrait dire, les 20-40 ans, Ouais. pour dire plus simplement, les 20-40 ans, en général, me disent, moi, je dors bien. Je m'endors bien, je me réveille pas la nuit, je me réveille le matin. Et je suis pas fatigué en journée. Ça, c'est classique. Passé 40 ans, 40-60, eux, ils commencent tous à dire, alors moi, je vois que j'ai des problèmes de sommeil. Je me réveille, j'ai du mal à m'endormir, etc. Donc, on va dire, cette frange-là, souvent, ils se disent, ah, si tu as une solution pour mieux dormir. Hmm. Et la frange 20 ans, ils se disent, moi, je m'en fous, je dors bien. Sauf que c'est là où, avec les montres connectées, et avec toutes les études qu'on a pu faire ensuite à Font-Romeu, on s'est rendu compte que chez les jeunes, justement, il y avait plutôt cette notion orthopara indique directement le côté HRV, ou le côté, la VF, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc la variabilité de la fréquence cardiaque, plus elle est élevée, plus ça veut dire que pendant la nuit, on a un parasympathique important. Et là, à ce moment-là, on récupère vraiment. Ok. Eh bien, les jeunes, on s'est rendu compte qu'en fait, ils dormaient effectivement 8 heures, mais ils avaient pas une mauvaise HRV à la fin. Ce qui veut dire qu'ils dormaient, mais ils récupéraient mal. Donc souvent, ils disaient, moi j'ai besoin de 8 heures, voire 9 heures, voire 10 heures. Et quand on a commencé à améliorer leur sommeil profond, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils diminuaient leur temps de sommeil et qu'ils revenaient à 8 heures, ils s'étaient pas fatigués en journée, le HRV montait. Donc il y a une histoire de qualité de sommeil et jusqu'à présent, on gère plutôt de la quantité. Et en général, quand on parle de sommeil, passé 40 ans, on va toujours entendre des gars qui vont nous dire, moi je dors mal, je me réveille la nuit, je me lève pour pisser. Voilà, j'ai des gènes, quoi. Je vois que mon sommeil est pas optimal. Mais les moins, non, ils se rendent moins compte. Et ceux-là, souvent, je leur dis, analyse ton HRV, comment il est. Et là, ils voient, ouais, des fois, j'ai des baisses. Puis, ils chutent, boum, j'ai un rhume, forcément, il s'écroule. Eh bien,
Maintenant, on va le maintenir. Et donc, à partir de là, quand ils prennent ces solutions et qu'on gère des solutions chez les jeunes, ben on observe ça. Et quand le HRV est optimal, une chose qu'on observe aussi beaucoup, c'est qu'il y a je dirais un nettoyage plus rapide du corps, et donc il y a une disparition beaucoup plus rapide des courbatures. Et donc ça, en règle générale, les jeunes sont plus sensibles, parce que les courbatures, ça fait mal, et quand il n'y en a plus vite, c'est-à-dire qu'à J2, quand les courbatures sont maximales, là, il n'y en a plus, là, ils se disent, ah ouais, ça marche. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs... je dirais, le sommeil, il y a plusieurs manières de le voir. C'est vrai qu'il y a la manière classique de se dire, j'observe mes temps de sommeil. Est-ce que mon temps de sommeil profond est important? Ça, c'est la manière numéro 1 et nécessaire. Puis ensuite, c'est comment se situe le HRV. Puis nous, on va plus loin en se disant, quelle est ta typologie réelle? Est-ce que tu es plutôt para-tendance ou plutôt ortho? Et à partir de là, on va pouvoir conseiller comment dormir, comment s'endormir. Il y en a qui s'endorment, je dirais, facilement dans des milieux avec du bruit, d'autres non, il faut protéger leur sommeil. Donc, voilà. Après, on commence à faire du sur-mesure, et du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre au point, découvrir, enfin, en tout cas, mettre au point des produits pour pouvoir agir dessus, parce que je ne trouvais rien dans le commerce. Ouais, c'est sûr que j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur cette partie-là, parce qu'on se dit, on comprend l'intérêt, et c'est vrai que c'est assez rigolo quand on échange sur tout ça, même quand j'ai préparé cet épisode pour essayer d'apporter un maximum de valeur, je me dis, en fait, on a un coach qui va nous entraîner sur la partie physique. De plus en plus, le terme nutritionniste, les gens commencent à... Voilà, on se rend compte, nous, on a de plus en plus de questions de la part des auditeurs, auditrices là-dessus. Mais on n'a pas de coach de sommeil. En tout cas, c'est pas quelque chose que je connaissais dans mon quotidien. Et pour autant, je me dis, là, il y a un dérèglement. Quand tu me dis que c'est un petit peu l'élément numéro 1 de la récupération, je me dis il y a peut-être quelque chose à aller appuyer là-dessus. Et une des premières questions que j'avais envie de te poser avant d'aller sur les outils vraiment complets, maintenant qu'on commence à bien comprendre un petit peu le fonctionnement, finalement, des athlètes amateurs, même des professionnels qui pratiquent, comme tu disais, si on prenait l'exemple de Kian Jornet, des charges quand même assez conséquentes, est-ce que des fois, quand il y a une séance qu'il faut faire parce que le coach il l'avait mise, etc., il y a eu des imprévus dans la journée, finalement, je vais la caler le soir, quitte à restreindre mon sommeil. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? T'en penses quoi de l'équilibre vraiment charge d'entraînement, sommeil? Si on augmente trop la charge, est-ce que ça va augmenter le risque de blessure? C'est quoi un petit peu l'équilibre qu'on doit trouver sur cette notion-là? Oui, c'est sûr que si on augmente la charge, très souvent, on va avoir des blessures apparaître. Maintenant, l'équilibre, on s'est rendu compte qu'il y a des gens... nous, c'est toujours lié à cette notion ortho-para, parce qu'en finalement, elle est physiologique et fondamentale. Physiologiquement, les systèmes parasympathiques peuvent s'endormir beaucoup plus tard et se lever beaucoup, on va dire, plus tard. Du coup, avoir un sommeil plutôt minuit, 6 heures, voire 2 heures, 8 heures. Alors que les fonctions ortho ont plutôt une tendance à s'endormir à 10 heures du soir, voire s'ils pouvaient à 8 heures. Eux, ils dorment début de nuit et à 4-5 heures du matin, ils sont réveillés. Alors que les autres ont une tendance à se coucher plus tard. Ok. Donc, si on prend des gens en para et qui font des entraînements nocturnes, par exemple, je pense à Guillaume Ruel, qui est pharmacien, qui va courir son marathon tous les jours, plutôt le soir après le boulot, ou des fois très tôt le matin. Bien, en fait, lui, comme il est dans un système para, quand il va le soir, il rentre, il se pose, il mange, il va se coucher et finalement, il dort bien. Parce qu'en fait, il a une capacité, on va dire, d'adaptation qui lui est physiologique. Si je prends un autre athlète, par exemple, si vous prenez des athlètes en règle générale, tous ceux qui vont faire du 100 mètres ou des 400, il faut une telle vélocité, je dois m'arracher rapidement, qu'en général, ils sont ortho. C'est-à-dire qu'ils démarrent immédiatement, ils sont à 100% d'eux-mêmes. Eh bien, ces athlètes-là, quand on leur fait des entraînements nocturnes, ou certains boxeurs, ou dans d'autres sports, mais on se rend compte que, à un moment donné, eux, ça leur nuit parce qu'ils ont besoin de se coucher tôt. Ok. Donc, du coup, eux, ça empiète vraiment sur leur physiologie naturelle. Donc, ils vont moins sécréter de mélatonine parce qu'elle apparaît en début de nuit. Donc, en fait, il y a eu pas mal d'études où on s'est rendu compte, on s'est dit, plus on se couche tôt, finalement, mieux c'est. Genre, dormir avant 10 heures. Il y a eu cette notion. Mais finalement, c'est plutôt vrai chez les orthos, mais pas chez les paras. Et puis, c'est aussi
je dirais, avec le mode de vie qu'on a, où on peut se coucher tard parce qu'on a la lumière, parce que on a des vies où on peut se décaler par rapport aux autres, eh bien, on se rend compte que ce qui compte le plus pour l'organisme et les sécrétions de mélatonine correctes, c'est de se coucher tout le temps à la même heure. Ah ouais. Si vous êtes motivé, je dirais, si naturellement tu vas te coucher à minuit, par exemple, tous les soirs, bah, ça sert à rien de te faire violence pour aller te coucher à 10h du soir. Okay. Parce que tu as une habitude, c'est minuit pour toi. Donc, en fait, c'est là où on voit qu'il y en a qui ont cette tendance tardive et d'autres non. Donc, par contre, dans la tendance tardive, bah, si on a cette tendance tardive, on peut faire des choses en fin de journée et ça ne va pas nuire à notre sommeil. Alors, si on a un sommeil plutôt, vaut mieux que je me couche à 10, bon, bah, effectivement, c'est là, sinon, il faut s'adapter. Si j'ai que des matchs, je fais du hand et mes matchs sont à 8h du soir, bon, bah, je décale complètement et j'apprends à dormir plus tard, quoi. Mais ce qu'on comprend, il y a une notion d'adaptation, d'individualisation, c'est comme l'entraînement finalement. Voilà, il faut ça. Mais ce qu'il faut, c'est se connaître. Et finalement, comme c'est une notion qui n'est pas que même les coachs, nous on essaye de former des coachs, on essaye de former des entraîneurs, tout simplement à comprendre comment est leur athlète. S'il est en système ortho ou s'il est en système para, ben on va par exemple dans le trail ou dans le triathlon, on va pas devoir se nourrir de la même manière. On va pas, par exemple, les orthos utilisent beaucoup plus les sucres alors que les paras utilisent beaucoup plus les graisses, c'est des métabolismes grasses. Donc du coup, une fois qu'on sait quel métabolisme tu es, bah, du coup, tu vas naturellement aller vers ce que tu es et tu vas te rendre compte que c'est assez facile. Même si des fois, ça change complètement les habitus ou les croyances. Parce que finalement, dans le sport comme partout, il y a énormément de croyances. Il faut bouffer des pâtes avant d'aller courir. Enfin, tout ça, c'est de la croyance. Et quand on a fait péter ces croyances et qu'on a commencé à s'entraîner des entraînements à jeun, des entraînements pour certains que de l'huile, enfin, on a changé des choses. Et on s'est rendu compte que ça allait mieux, que les gens, au bout d'un certain temps, allaient beaucoup mieux, parce que leur système digestif était beaucoup plus performant. Et ce qui compte, si on prend 2 secondes sur l'alimentation, c'est pas tant ce que je mets c'est pas évidemment, il y a la qualité nutritionnelle du produit, mais surtout, est-ce que je sais le digérer ? Parce que si ça part dans mes selles, zéro intérêt. Si je l'absorbe, ça devient plus intéressant. Donc, comment je fais pour avoir un intestin optimal ? Et ça, ben voilà, en fonction des systèmes, on n'est pas tout à fait, on va pas donner les mêmes aliments, on n'est pas câblé chacun pour digérer les mêmes choses. Et de la même manière, on n'est pas câblé pour dormir au même moment, pour manger au même moment, même les temps de repas. Les orthos, ils mangent le matin super bien, les paras, ils peuvent sauter le petit-déj, il n'y a aucun problème. C'est plutôt mieux d'ailleurs. Et ils mangeront plutôt le soir. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment cette notion individuelle, à adapter. Et quand on a découvert ça, par exemple, ne serait-ce que pour améliorer les nuits, j'ai joué sur les journées. Et par exemple, François Den, il s'est entraîné, il prenait son petit-déj, comme classique, comme tout le temps. Je lui dis, écoute, c'est pas dans ta nature, fais sauter le petit-déj, mange plus tard. Mais non, il fait 2000 mètres de dénivelé le matin, en ski, et il rentre, il va aller manger à midi, quoi. C'est-à-dire que, ces notions-là font que le sommeil s'est amélioré parce que, en fait, dans ma journée, j'ai un respect de ma physiologie. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, si on allait plus loin, et est-ce qu'on peut jouer sur le sommeil ? Hormis, un bon matelas, je dors mieux, je me mets dans le noir, enfin, les choses classiques. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer. Et du coup, voilà, ça vient après de toute la recherche que j'ai menée. Tu me fais la transition parfaite parce que je voulais y aller. C'est vrai qu'en introduction, tu nous disais que tu étais dans la Drôme. On a eu la chance avec les équipes de venir vraiment dans tes locaux, de découvrir aussi l'univers des solutions que tu proposais, en plus de l'expertise que tu nous apportes là sur le podcast. Et c'est vrai que désormais, on a un petit quart d'heure, 20 minutes devant nous pour vraiment échanger sur les solutions possibles. Tu me parlais de essayer de couper le son, avoir le noir complet. Mais toi, tu proposes une solution, tu proposes un surmatelas et tu vas en dire beaucoup plus que moi sur cette partie-là. Parce que on se rend compte que cette solution que tu proposes, finalement, elle est très reliée à tout ton passé. C'est ce que j'apprécie dans tout ce podcast, c'est que on voit que tu veux vraiment améliorer cette partie sommeil. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une solution qui te manquait pour aller optimiser tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, que j'aille te challenger sur ces sujets maintenant ? Oui, bien sûr. Eh bien, donc, de par mon passé, quand je suis rentré chez Salomon,
j'ai travaillé sur ces fameux oxydes métalliques et je me suis rendu compte que, ils pouvaient, on va dire, renvoyer les infrarouges que le corps émet. Donc, les infrarouges, à savoir, l'être humain, on fonctionne à 37 degrés, donc on chauffe, hein, on émet des infrarouges dans la lumière rouge, donc avec les caméras thermiques, c'est ce qui permet de voir les gens la nuit. Eh bien, on émet de la chaleur. Cette chaleur, elle est récupérée par nos vêtements, et classiquement, on va dire que mon pull est plus chaud que ton t-shirt. Sauf que la réalité, c'est que ni l'un ni l'autre ne chauffe. Oui. Ils ne font que renvoyer notre propre chaleur. Et si je mets une doudoune avec la plume et de l'air, eh bien, elle renvoie encore mieux ma chaleur. Mais elle renvoie des gammes de fréquences de chaleur. Il y a des gammes entre 3 et je dirais 20 microns, avec un pic vers 9 microns. Et ça va être renvoyé par la doudoune, mais ça va être renvoyé et la peau, elle va avoir un aspect, on va dire, barrière. C'est-à-dire qu'elle va garder cette chaleur à l'extérieur. Donc ça nous réchauffe, la peau en surface, mais ça pénètre pas l'organisme. Et on s'est rendu compte dans les années 80 que si on utilisait des oxydes métalliques, donc des pierres broyées, ça permettait en fait de pénétrer beaucoup mieux l'organisme. Alors au début, il y a eu des saunas infrarouges, on mettait des chauffages infrarouges et puis on mettait ces pierres pour que la chaleur que l'on générait à l'extérieur pénètre l'organisme. Et puis je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était d'utiliser notre propre énergie. Et donc j'ai mis au point finalement un film ou une colle, enfin comme on veut, un dépôt qui permet que du coup je le dépose sur n'importe quel tissu et ça renvoie 95% de ce que le corps émet. Sauf que ça pénètre sous la peau jusqu'à je dirais les études nous parlent jusqu'à voire 5-6 cm. Nous on pense plutôt aux alentours de 1, 2, 3 cm sous la peau. Ça va dépendre des peaux, des personnes, des gens. Et une fois que ça va activer, on se rend compte que ça active des enzymes. Donc ça active des enzymes qui sont basées sur le NO, l'oxyde nitreux. Donc on va avoir la ENO synthase. Elle augmente, elle est E pour endothéliale, c'est-à-dire que dans les vaisseaux sanguins, et ça elle va augmenter très fortement la microcirculation. Donc nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que quand on va déposer cette matière, donc j'ai fait des patchs avec Steamcare, et quand on vient déposer un patch, eh bien dessous, on a une augmentation très rapide de la microcirculation. En même temps, on va pouvoir stimuler la INO-synthase, elle est inductive, ce qui veut dire qu'elle va générer de l'inflammation. Donc elle, à l'inverse, on la fait diminuer. Donc le NO, production de NO, fait diminuer cette enzyme et donc on diminue l'inflammation. Donc intéressant, par exemple, dans la règle douloureuse. Et puis après, on va avoir la N-NO-synthase, elle est neuronale et elle augmente le passage nerveux. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en stimulant certains muscles, certaines zones, eh bien on avait des actions sur des corrections de posture. Notamment chez les athlètes, c'était intéressant, mais aussi chez des personnes handicapées, etc. Et donc fort de ça, à un moment donné, je me suis dit, tiens, si j'en mettais partout, qu'est-ce qui se passe ? On fait un renvoi massif, on augmente la microcirculation générale. Qu'est-ce qui se passe réellement ? On observe cette augmentation de microcirculation, mais si on met que ça la nuit, c'est-à-dire si on fait un surmatelas qu'à base de ces matières, il y a pas, on voit pas un truc un effet waouh. Du coup, ce qui existait dans le commerce depuis les années 2000 qui ont été développés aux États-Unis, c'est des surmatelas à base de carbone que l'on met à la terre. Donc on les branche dans les prises et on les met à la terre. Donc là, l'intérêt, c'est de faire remonter finalement la terre, elle est chargée négativement. Donc les électrons de la terre vont remonter dans le surmatelas et vont venir sur la peau. Quand j'ai lu les études qu'ils ont menées, c'est intéressant parce que ça améliore effectivement les systèmes de peau. Mais ça n'améliore pas. Il n'y a pas vraiment d'action sur le HRV, il n'y a pas d'action profonde. Donc je me suis dit, tiens, et si je couplais les deux technos, qu'est-ce qu'on observe ? Donc en couplant les deux technos, donc j'ai fait un surmatelas où j'ai optimisé le carbone parce que ce qui existait n'était pas très optimisé, c'était surtout optimisé pour le commerce. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul fabricant, qui est un fabricant chinois. Donc tous ceux qui vendent ce type de matelas, où que ce soit finalement en France, en Europe et autres, sont toujours les mêmes types de matelas, quasiment des fois dans les mêmes boîtes, et en tout cas c'est la même origine. Alors ça a le mérite d'exister, mais ça va pas très loin.
Donc l'idée, c'était de se dire, tiens, est-ce que je peux optimiser déjà le carbone? Donc j'ai trouvé des carbones pour avoir une optimisation de la conduction. Et finalement, le corps, lui, comme on met les oxydes métalliques dessous, on se rend compte que ce système-là, notre peau est carbonée, en fait, hein, c'est des bases carbonées. C'est un peu comme si le corps reprenait ça, comme si on doublait notre surface de peau, finalement. Donc, une fois qu'on vient dormir sur le surmatelas, lui, par les électrons de la Terre, va avoir une différence de potentiel d'environ moins 300 millivolts jusqu'à moins 500 selon les terres des maisons, hein, puisqu'on se branche dans une prise. Donc, en fonction de la Terre, on sait que le surmatelas, on va dire, va amener moins 300, moins 500. Et la peau, physiologiquement, même nos cellules, ont une différence de potentiel d'environ 70 millivolts. Donc notre peau, si je mesure la peau d'un être humain, normalement, on devrait avoir une différence de potentiel de moins 50 millivolts. Et on pourrait dire qu'entre moins 20 et moins 60, c'est la bonne santé. C'est-à-dire qu'on est donc chargé, on est des piles chargées négativement. Ok. D'accord ? Par contre, cet aspect-là fait qu'en fait, on va des fois dérégler notre pile, tout simplement parce qu'on va faire des efforts. Donc chaque fois qu'on va faire des efforts, on produit de l'acidité. L'acidité, c'est des protons H+, donc c'est chargé positivement. Donc du coup, quand je sors de l'entraînement et que je me suis chargé positivement, ou si après un bon gueuleton, j'ai généré beaucoup d'acidité, eh bien on va pouvoir mesurer que le potentiel finalement de la peau, qui correspond à peu près à un potentiel général, va remonter vers 0. Ok. Donc là, on se dit, bon, tiens, la personne, elle a un besoin de récupération. Ce qui n'est pas une problématique, elle a juste ce besoin. Maintenant, quand on va plus loin, me rend compte, depuis que je mesure la peau des gens, que certaines personnes qui ont des maladies chroniques sont à plus 50. Et c'est complexe de les faire descendre. Donc, du coup, finalement, c'est aussi un moyen de vérifier la santé ou de vérifier la forme. Parce qu'on peut être peut-être qu'après un ultra, on passe à plus 50. Mais on y passe 2 jours, c'est pas grave. C'est physiologique. Il faut juste récupérer. Donc ce temps de récupération, c'est finalement ramener l'individu à son potentiel. Donc ça, dans la logique, on s'est dit, tiens, ok, je vais mettre ça en place, et qu'est-ce que l'on observe? Et après, c'est là où c'est ce que l'on observe qui m'a intéressé. Donc je l'ai testé avec Kylian en premier, puis après avec beaucoup d'athlètes, et tous sont appareillés la nuit. Donc, ce qui nous a permis, alors, appareiller simplement soit des montres, soit des bagues. Mais la statistique fait que d'un coup, on se rend compte que systématiquement, toutes les montres et les bagues nous disent que le HRV augmente. Okay. Donc ça, c'était la priorité. Que le cœur diminue. Donc, même sur des athlètes qui battent à 30, on passe à 27, 28, 26. Bon, j'ai un record absolu avec Guillaume Ruel qui, lui... aujourd'hui, physiologiquement, je dirais bas à 19. Donc ça, c'est juste voilà, une petite parenthèse sur les différents cœurs que j'ai pu voir. Mais des gars, les montres classiques, à partir de 30 pulsations, elles ne mesurent plus. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent à 30. Donc il y en a pas mal qui passent sous 30. Donc des fois, on s'en est rendu compte, évidemment, à l'hôpital. Enfin, à l'hôpital, ou en faisant des mesures plus sérieuses, où on se rend compte que des gars qui battaient à 30, 32, passent à 24, 25, 26, 27. Donc, on a une baisse du pouls, une augmentation du HRV, une augmentation du temps de sommeil profond. Donc ça, c'est une étude qu'on va mener plus en détail avec un polysomnographe, parce que ça demande un appareillage qui est cher, et donc qui dépasse et qui va beaucoup plus loin que tout ce qui peut être montre, etc. Et ensuite, ce qu'on a observé, c'est que, donc là, par prise de lactate, que les lactates sanguins diminuaient, et arriver globalement à 0 à J2. Donc, pour revenir sur la physiologie, tout athlète, tous ceux qui nous regardent, ils ont l'habitude, c'est que quand on fait une énorme charge, donc on s'abîme les muscles, une fois que les muscles sont abîmés, entre jour 0, je dirais, et J2, ça ne fait que monter. Et à J2, c'est là où on a le max de courbature, on a du mal à marcher. Et concrètement, toutes les études qu'on a faites, on se rend compte qu'à J2, il y a moins 20% de puissance. Ah ouais. Sur de la force brute. Hein. Le gars qui arrive à lever une barre de 100 kg, à J2, il lève que 80. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a une baisse de 20% de la puissance. Et puis ensuite, J3, J4, J5, ça diminue. Et à J5, on a récupéré, entre J4 et J5, on récupère 100% capacité. Nos capacités sont là. Et on n'a plus de courbature.
les lactates sont à 0, enfin tout est revenu dans l'ordre. Donc ce qu'on observe aussi, c'est que cette courbe un peu comme ça en cloche, quand on fait des massages, quand on fait des bottes, quand on fait tout ça, on diminue cette courbe. Okay. Mais on la baisse. Donc en gros, le seuil est plus supportable. Mais on ne la réduit pas. Et le seul truc que j'ai vu réduire, c'est le surmatelas. Okay. Où là, alors on était les premiers surpris, c'est qu'on voit qu'à J1, ça monte à peu près comme d'habitude, et à J2, c'est à 0. Et comme les gens dorment sur le dos, enfin ceux qui dorment sur le dos, on se rend compte que les ischios ont récupéré à 99% à J2, mais que les quads sont plutôt à 85%. Donc, ceux qui dorment sur le ventre, à l'inverse, on récupère à 100% dans les quads et plutôt à 85% sur les ischios. Donc on s'est rendu compte aussi que plus on était en contact avec le surmatelas, mieux c'était. Okay. Donc ça nous donne aujourd'hui des idées de fabriquer aussi peut-être des tenues, un peu comme des pyjamas, qui nous permettent finalement d'avoir la matière de partout et que du moment qu'on dort sur le surmatelas, on est branché à la terre et tout notre petit monde s'active, quoi. Donc voilà, ça nous donne des perspectives suite aux études qu'on a menées et qu'on continue à mener. Donc on a mené des études à Font-Romeu, via l'université de Perpignan et via le CREPS de Font-Romeu. Okay. Et là, à l'université, mais aujourd'hui, on a pris un thésard qui fait un doctorant qui fait son doctorat sur justement la récupération et l'augmentation de la vigilance après avoir dormi sur des surmatelas. Parce que il y a le côté, ce qu'on observe dans la physiologie physique, et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, il y a une action aussi sur la vigilance, sur la prise de décision. Donc, quelle est-elle, pardon. Okay. Et donc, aujourd'hui, c'est une des parties de sa thèse, d'avoir le côté physique et d'avoir le côté, je dirais, psychique. Donc ça, c'est une étude, on va participer à une étude, justement, sur une étude en montagne, notamment par rapport à l'altitude, etc. Okay. Et justement à la fatigue, on voit bien que quand on est fatigué, d'un coup, 2 et 2, on est là, on réfléchit, quoi. Il y a toute une spontanéité qui n'est plus, et donc on se rend compte que quand les gens dorment sur le surmatelas, ils gardent ce niveau de conscience plus élevé. Et concrètement, il nous reste quelques minutes sur cet épisode, et c'est vrai que on voit que si je dois simplifier le process, c'est un outil pour améliorer son sommeil, comme tu as pu l'introduire en tout début d'épisode. Dans l'épisode prochain, je donne un petit peu d'éléments, mais justement, on va se dire, une fois qu'on a ce surmatelas, comment j'analyse toute cette partie-là, quel est l'impact sur mon sommeil profond, tout ce que tu nous partageais. Concrètement, la dernière question que j'ai envie de te poser sur cet épisode, c'est finalement, quand tu parlais d'optimiser son sommeil, de l'améliorer, est-ce que la solution que tu proposes aujourd'hui, elle parle à Kylian Jornet, des grands sportifs de renom qu'on connaît, ou elle parle à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, même des non-sportifs qui ont besoin d'améliorer cette partie sommeil pour mieux récupérer au quotidien, avoir un meilleur, on va dire, quotidien aussi. C'est quoi un petit peu l'élément que tu peux me donner là-dessus ? Eh bien, c'est vraiment un élément santé pour tous. Ok. Tout simplement, je reviens à ce que j'ai dit juste avant, c'est que si on mesure votre peau et que vous êtes à plus 50, et c'est valable pour mon père qui a 80 ans, c'est valable pour n'importe qui, même mes enfants. En fait, quand je teste, je me dis, mais non, t'es chargé positivement. Du coup, tu ne peux pas récupérer correctement. Voire tu fais le lit d'une pathologie que tu n'as pas encore, par exemple. Ah oui. Mais tu peux voir que des gens, en fait, ils vont rester à 30, 40, petit à petit, ils éliminent moins. Finalement, c'est un peu comme s'ils éliminaient mal leurs déchets. Si tu élimines mal tes déchets, que tu vis avec ces déchets en toi, petit à petit, tu vas être moins performant et puis tu peux potentiellement tomber malade. Alors, ça peut être la grippe, tout simplement, mais pourquoi pas, mais aussi des maladies plus, je dirais, plus coriaces. Et on a je vois des gens qui ont alors, ça me fait penser à pas mal de typologies de maladies, mais on voit ces gens, dès qu'ils se mettent sur un surmatelas, nous disent, mais c'est dingue, j'ai amélioré évidemment mon sommeil, mais j'ai moins mal aux articulations le matin quand je me lève, je dors mieux, j'ai moins besoin, psychiquement je vais mieux, j'ai moins besoin de prendre mes médicaments, j'ai pu descendre certaines doses. En fait, ça va pas être le miracle, mais ça va être, je dirais, la phase 0 pour à peu près tout le monde. Et finalement, c'est du bon sens, parce j'ai pas cherché à
avoir une action contre une maladie ou contre quelque chose, mais c'est tout simplement une action physiologique de base. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient à un potentiel où on est à moins 50 millivolts au niveau de la peau. Bon, c'est la base. Du coup, tout notre système intérieur, toutes les cellules vont se remettre au diapason et à partir de là, fonctionner de manière optimale. Donc l'optimum de fonctionnement, il est propre à chacun. Si on va pas s'entraîner, on va pas bouger, quoi. Si on reste le cul sur notre chaise, il se passera rien de plus. Mais cependant, pour ceux qui ne font pas de sport du tout, eh bien, ils vont garder un optimum corporel de leur force du moment. Donc l'idée, c'est en aucun cas, d'ailleurs même dans le sport, au début, on me dit mais c'est un peu qu'on appelle ça un dopant. Et ouais. Je fais non. Parce que je ne fais pas le dopage par définition, ouais. C'est passer au-delà de 100% de soi-même. Bien sûr. Pendant un temps X. Ouais. Là, on n'atteint jamais 100% de nous-mêmes. Non. On tend vers le 100% parce qu'on va favoriser la physiologie. Mais le 100% du moment. Donc, et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où n'importe qui que ce soit, hein, avec une montre ou une bague, peut observer ce qui se passe. Alors ça, c'est vrai que les sportifs, évidemment, vont pouvoir le voir. C'est vrai que les jeunes qui ont moins tendance à moins bien dormir vont pouvoir le voir, cet effet. Mais chez les personnes, plus longtemps vers les personnes âgées, plus dès qu'ils dorment sur le surmatelas, ils me disent c'est incroyable. Après, j'ai beaucoup de gens aussi qui reviennent en me disant ça m'a fait beaucoup d'effets au début et puis ça m'en fait plus. Il doit plus marcher. Je fais non. On les teste. Regarde, t'es à moins 30, moins 40 millivolts. C'est normal. Ouais. Au début, tu étais à plus 1, forcément. Par contre, maintenant, c'est normal. Par contre, dérègle-toi ou fais un effort. Tu vas voir que... Alors, il y en a qui me disent, je l'ai laissé à la maison, je suis parti une semaine en vacances, mais en fait, je rentre, je suis brisé. Je languis d'aller dormir sur mon surmatelas. Donc, en fait, on voit que petit à petit, les gens se rendent compte de ça. Maintenant, il y a des pollutions aussi extérieures. Hein, on parle du sport, mais il y a des pollutions extérieures que des différents systèmes d'ondes, différents systèmes de nourriture, de pollution diverses et variées, qui font que finalement, le surmatelas, c'est là où ça devient un peu une base de fond. Il nous aide juste tous les jours à améliorer, à optimiser tout doucement ce nettoyage, cette élimination, je dirais, de toxines ou de polluants que l'on prend, même si on essaye de manger super bien. Il y a hélas certains polluants qui traînent un peu de partout, dans l'eau de boisson, enfin de partout. Donc, il faut, je dirais, soit on essaye d'être entre guillemets contre un peu tout et se dire, il faut pas que je mange ça, faut que je fasse gaffe à ça. Moi, je me dis, tiens, si on augmente notre physiologie simplement, c'est mieux. Et puis en plus, là, avec ce système, on n'y pense pas. C'est pas quelque chose. Je m'arrête pas pour aller mettre mes bottes et j'ai 20 minutes où je suis bloqué. Non, je dors, je vais me coucher toutes les nuits. Et quand je vais me coucher, le seul truc que j'ai à faire, c'est de m'assurer qu'il soit branché à la terre. C'est ça. Et puis après, je l'oublie, je dors dessus. Donc il n'y a pas il n'y a aucune gêne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est des outils extrêmement simples que l'on met quoi qu'il arrive. Ouais. Je mets un t-shirt pour aller dormir, autant mettre un t-shirt qui a, je dirais, les mêmes propriétés que le surmatelas, parce qu'on va faire coup double, etc., etc. C'est-à-dire qu'on crée des produits, idéalement on travaille sur des chaussettes, on met des chaussettes, sauf que c'est des chaussettes récup, on en met tous. Mais l'idée, c'est que voilà, et ça ne demande zéro effort. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est-à-dire qu'on fait que de la physiologie. C'est ce qu'on voit, c'est la passion qui est au cœur de tout ça. On a bien compris dans ce premier épisode, moi l'élément que j'ai envie de retenir, c'est que le sommeil et la récupération, c'est un petit peu le pilier de la performance, mais on a tous notre propre performance, donc c'est vraiment un pilier de bien-être. Comme tu disais, de temps en temps, il y a vraiment un côté santé là-dedans. On se rend compte qu'il y a des éléments pour optimiser tout ça, ce que tu proposes. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se questionnent, on va mettre tous les liens en bio, en description de l'épisode, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou alors sur YouTube. Et j'ai envie de dire, je suis déjà pressé d'enregistrer et de proposer aussi aux auditeurs et auditrices l'épisode d'après, parce que on sent que quand même le sportif, malgré tout, tu nous partageais des valeurs, des choses à aller chercher. On a besoin de mesurer tout ça, de voir un petit peu l'impact. Donc on va essayer d'aller traiter tout ça dans l'épisode d'après. Mais en tout cas, pour cet épisode, Arnaud, un grand merci. C'était vraiment passionnant et j'aurais pu faire encore des heures et des heures et des heures. Donc franchement, merci à toi et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Eh bien, merci. Merci, à très vite. À très vite. Ciao, ciao.